Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Lydia, bonjour Laurent. On va commencer d'ici quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Oui, on peut laisser 3-4 minutes aux personnes Ouais, pour les nous 3-4 minutes rejoindre. de politesse. Exactement. Ah, sachant qu'on est encore un petit peu en avance, il n'est pas encore tout à fait 11 heures. C'est pour ça. On va laisser aux gens le temps de prendre un petit café et de se connecter gentiment. N'hésitez pas à interagir avec nous, bon, on le répétera tout à l'heure, mais à interagir avec nous dans le chat pour poser vos questions. Je ne sais pas si Thomas, à la régie, est-ce qu'on est en capacité peut-être même d'ouvrir les micros des personnes qui nous rejoignent, si elles veulent poser une question un peu plus Ouais, complexe. je suis pas sûre, je crois que c'est bloqué les micros Ok, et caméras. alors du coup, ce sera au travers du chat. Alors, si besoin, je peux faire manuellement Ok. l'autorisation du micro. Donc on fera une Mais, intervention divine vraiment en cas de besoin. mais sinon, en effet, le chat permet de Ouais, communiquer. c'est plus simple. Parfait. Bonjour Alejandro. Et bonjour. Est-ce que tu veux tenter un partage d'écran, Marie-Christine, aussi de ton côté, juste Allez, pour voir si ça soyons marche fous. bien? Je pense que normalement, ça devrait pas poser de soucis. Parfait. Tu dois avoir le plus beau des outils, normalement. Tout à fait, ouais. Et la plus belle devise. Je me suis donné là. Du coup, je retente juste un partage, histoire de m'assurer que de mon côté, Ouais, ça vas-y, ça marche. marche aussi. Hop, est-ce que vous voyez bien? Ouais, Là, impeccable. on voit bien pas tableau. Oui. C'est pour varier Hop. les plaisirs. Bah, nickel, je pense qu'on va pas tarder à commencer. Les gens arrivent un peu. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ouais, il est 11 h, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Qu'en dis-tu, Simon? Parfait, mais ça me Allez. convient très bien. Comme je le Allez, disais Jean. tout à l'heure, juste n'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir avec nous, pour poser vos questions. On est là pour ça, pour pouvoir y répondre, que ce soit donc du coup sur les sujets des nouveautés que Marie-Christine va aborder, ou encore sur l'utilisation de la nouveauté VisQL Data Service API, qu'on aura l'occasion de vous présenter avec 2-3 use cases. Donc n'hésitez surtout pas à interagir avec nous dans le chat. On essaiera de garder un maximum un œil dessus pour pouvoir vous répondre dans les plus brefs délais. Et du coup, sans plus tarder, Marie-Christine, est-ce que tu veux commencer? Allez, c'est parti. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de vous partager un peu 2 fonctions. Tu vois bien mon écran, c'est bon? C'est tout bon, oui. Ouais, super. En fait, l'idée, c'est de partager 2 fonctionnalités qu'on trouvait intéressantes sur la version 2025.2.
qui est pour l'instant la dernière version normalement qui est disponible, sachant que la version 2025.3 va bientôt sortir. Donc on attend ça avec impatience. Il y aura d'ailleurs des petites fonctionnalités plutôt sympas sur la gestion des couleurs. Donc ça, on attend que ça sorte et on vous donnera des nouvelles. Mais là, l'idée, c'est de revenir sur la fonctionnalité de plage de couleurs dynamiques, donc qui est celle que je vous partage à l'écran. Et la deuxième, qui est aussi le fait de synchroniser des cartes en utilisant les paramètres spatiaux. Voilà, qui sont des fonctionnalités un peu spécifiques, mais qui peuvent être utiles dans certains cas de figure. Donc la première que je vais vous montrer, c'est justement la gestion dynamique des couleurs. Donc là, j'ai fait une petite visualisation ultra basique, hein. Bien sûr, Tableau est capable de faire des visualisations beaucoup plus poussées, c'était juste pour l'exemple. Là, on s'intéresse aux données de l'UTMB. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'UTMB. Simon connaît bien puisque c'est un trailer confirmé, mais et Thomas aussi, bien sûr, on ne l'oublie pas. Donc c'est une course qui s'appelle l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc on a pris ces données-là parce que tout simplement parce qu'il y a eu l'UTMB il y a quelques semaines et que c'est des données plutôt sympas à regarder. Et donc là en fait on voit les différentes couleurs sur chacune des années de l'UTMB. J'ai fait un petit classement avec le top 10 des coureurs et en face j'ai affiché le temps moyen qu'ils ont réalisé sur la course. Donc là, on est en nombre d'heures, hein, donc on voit que c'est une course quand même très très longue. Ça veut dire qu'ils ont couru entre 19 et 22 heures, ce que je serais totalement incapable de faire. Effectivement, c'est une course, juste pour donner un tout petit peu de contexte, de 176 km tout autour du Mont Blanc, dans les Alpes. Donc, effectivement, oui, du coup, les temps de course sont extrêmement longs. Et là, du coup, les 20 heures, enfin, aux alentours des 20 heures, c'est vraiment les meilleurs coureurs, hein. Après, on va aller chercher les 25, 30, 35 heures pour des coureurs plus normaux. Oui, il faut déjà réussir à le terminer. C'est déjà le premier ça. exploit. Donc là, en fait, en couleur, pour l'exemple, j'ai mis justement le temps moyen. Et donc là, on voit que par défaut, les couleurs sont... La plage de couleurs est paramétrée de manière automatique. Donc en fait, Tableau récupère la valeur minimale et la valeur maximale. Donc là, en fait, on voit que la valeur minimale, c'est sur des années assez lointaines. Donc probablement, le parcours ne devait pas être le même. Ce qui fait que là, en fait, ma plage de couleurs n'est pas très utile comme ça nous apporte pas grand-chose. Et donc, c'est justement là où l'utilisation des paramètres peut être plus pertinente que l'utilisation de couleurs dynamiques. Donc, en fait, maintenant, il suffit d'aller dans la configuration de la couleur et de changer justement le paramètre qui avant était fait de manière automatique pour utiliser des paramètres. Donc moi, je les ai créés au préalable, hein, avant cette présentation. Donc j'ai créé 3 paramètres qui sont le min color, le médian et le max. Donc là, en fait, tout simplement, je vais dire à Tableau de me prendre plutôt mes paramètres, donc le min, la valeur médiane et le max. Et donc là, maintenant, automatiquement, il va reprendre la valeur que j'ai saisie dans le paramètre. Ce qui est plutôt pas mal, parce que si je lui dis qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps entre 19h et 22h, et j'ai n'importe quoi, je mets 23h. En tout cas, je mets des valeurs dynamiques. On voit que ça me permet de gérer de manière beaucoup plus simple la gestion des couleurs. Et donc là, ça a beaucoup plus de sens, parce que comme c'est moi qui ai passé les valeurs, il reprend plus de manière automatique les valeurs qui n'étaient pas forcément aberrantes, mais qui n'étaient plus forcément pertinentes pour des années récentes. Et donc là, ça me donne quand même beaucoup plus d'indications sur la répartition des temps. Voilà. Du coup, donc là, tu l'as fait, pardon, je me permets juste d'interrompre pour une petite question, mais là, tu l'as fait de façon manuelle. Est-ce qu'on pourrait imaginer de le combiner avec des actions et de le rendre plus dynamique ou automatique? Exactement. Et c'est là, en fait, que justement, les paramètres aussi sont utiles, puisque les paramètres, du coup, fonctionnent avec les actions. Donc, on peut très bien définir, au lieu de dire je m'amuse à sélectionner à la volée des valeurs spécifiques, ce qui peut être pratique aussi des fois quand on peut faire une analyse exploratoire et qu'on a envie de jouer un peu avec les valeurs. On peut très bien dire à Tableau, exactement comme tu suggères Simon, d'utiliser les actions
Donc là, par exemple, j'ai défini des actions au niveau de ma feuille. On peut le faire au niveau du dashboard, exactement comme les actions que vous avez l'habitude de mettre en place. Et donc là, par exemple, j'ai défini justement une action sur la valeur minimale. Donc je dis sur ma feuille en question, donc là qui s'appelle UTMB Color, je récupère la valeur de ma métrique, qui est la durée. Je récupère le minimum que je trouve à l'endroit où je vais cliquer et je le passe dans ma valeur de paramètre, qui s'appelait min_color. Et je fais exactement la même chose pour le paramètre maximum. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je vais cliquer sur un endroit, Tableau va récupérer le nouveau contexte qui va dépendre de cette action et il va affecter les valeurs dans mes paramètres, donc paramètres minimal et maximal. Donc là, par exemple, si je clique sur 2024, il va récupérer pour cette année-là uniquement la valeur minimale et la valeur maximale. Et du coup, on voit que les valeurs sont réaffectées. Et donc là, j'ai bien mon 19 qui est affecté. Voilà, ce qui permet justement de jouer à la volée avec les couleurs. Il y a un inconvénient avec ça, j'espère qu'ils le corrigeront un jour, c'est qu'on ne peut pas, ça ne se reset pas. Ce qui fait que là, les couleurs restent affectées. Et donc, si je m'amuse à cliquer partout, les valeurs sont réaffectées systématiquement. Mais donc, ce n'est pas toujours pertinent. Si j'enlève, ça reste, alors que potentiellement, je vais réutiliser d'autres valeurs. Mais Et au ça, moins, ça permet quand même d'apporter de l'interactivité, quoi. OK, et ça du coup, on pourrait pas le pallier avec, justement les actions de feuilles ou de tableau de bord en définissant une valeur par défaut quand on revient, Non, pour quand on l'instant, on ne l'a désélectionne? pas. OK. Il reprend, c'est juste qu'il réécrase automatiquement la valeur avec la nouvelle action et donc la nouvelle valeur saisie. OK. Mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là c'était un exemple avec les données de l'UTMB. L'autre cas classique qu'on voit, que justement volontairement j'ai pas voulu reproduire parce que vous l'avez également dans d'autres endroits, c'est aussi bien sûr l'utilisation des cartes. Donc là, on voit que justement, là, les couleurs n'ont pas été réannulées, mais ça permet, en sélectionnant des valeurs, au moins de mieux se rendre compte de la répartition grâce justement à la gestion des couleurs. Donc c'est quand même une fonctionnalité plutôt pratique. Sachant qu'avant, pour être transparent, on était capable de faire ça aussi avec des champs calculés, mais ça nous évite justement ces étapes intermédiaires-là et d'apporter de la complexité en rajoutant de nouveau des champs calculés, quoi. Donc ça fluidifie un peu la construction en fait et les interactions. Et potentiellement peut-être même un gain en performance parce que finalement on n'a Ouais, pas des calculs complexes à faire derrière et là tout est géré automatiquement directement par tableau et donc par, la bonne façon de faire la plus, optimisée. exactement. Voilà, donc ça c'était la première fonctionnalité. N'hésitez pas si vous avez des petites questions ou remarques là-dessus, mais c'est, je pense, une fonctionnalité qu'on va quand même pas mal utiliser et qui simplifie. Je passe à la deuxième. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Euh, Si jamais j'hésiterai pas à t'interrompre, comme avec je le fais si plaisir. bien. La deuxième fonctionnalité, là pareil, un peu plus spécifique, mais moi j'ai déjà rencontré justement des cas chez des clients pour qui ça pourrait s'appliquer, c'est le fait de synchroniser des cartes. Donc là, je suis sur le jeu de données ultra classique de tableaux sur des ventes de produits quelconques. J'ai une première carte, pareil, ultra basique, qui montre la répartition des ventes sur chacune des villes aux États-Unis. Je vais m'amuser à aller au fin fond des États-Unis. On va aller dans le Colorado, voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai bougé la carte et que en effet j'ai zoomé, etc., j'ai l'information de la deuxième carte que j'ai ajoutée. Donc c'est moi qui ai ajouté cette deuxième petite carte qui permet justement de visualiser en fait où on se trouve et récupère en fait automatiquement le contexte et du coup la carte principale. Donc ça, c'est très pratique parce que des fois, on se retrouve avec une carte où on est sur des niveaux très précis. Je sais pas, typiquement, on peut être sur des parcelles de terrain où on est sur un niveau très fin de granularité. Et ça peut être utile d'avoir justement une deuxième carte qui est reliée pour la navigation ou pour se resituer d'un point de vue géographique. Donc ça, c'est la fonctionnalité qu'ils ont sortie. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc là, en fait, j'ai ma carte principale.
et j'ai défini en fait un paramètre que j'ai appelé viewport parce qu'en fait, ça reprend le contexte de ma carte. Hop. Donc là, voilà, ça reprend un paramètre qui s'appelle données spatiales, hein, donc ça fait quand même depuis quelques versions que ça existe. Mais la nouveauté sur cette nouvelle version de Tableau, c'est justement le fait de récupérer la fenêtre d'affichage de la carte. Et donc là, typiquement, je lui dis de récupérer le contexte de ma carte principale qui s'appelle Sage Viewport. Donc ce paramètre-là, en fait, il renvoie quoi? Il renvoie un polygone, donc c'est des coordonnées géographiques. Et ensuite, celui-là, je vais justement le dessiner sur une deuxième carte. Et comme il y a les coordonnées géographiques qui sont récupérées automatiquement à partir de la première carte, il va me dessiner ce fameux polygone qui correspond tout simplement à un rectangle avec des coordonnées. Et donc, je l'applique ensuite sur ma petite carte. Voilà. Et ensuite, il suffit juste de les afficher sur le dashboard. Et automatiquement, comme ça, Tableau récupère les coordonnées de là où il se situe, il crée le petit polygone et il le dessine automatiquement sur la deuxième carte. Voilà, donc ça, c'est la deuxième petite fonctionnalité aussi plutôt pratique. Si vous avez à synchroniser des cartes et pareil, à apporter un peu d'interactivité aussi entre plusieurs cartes. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir deux cartes qui présentent des données distinctes et qui se synchronisent en termes même de déplacement? C'est-à-dire qu'au-delà du rectangle, là, par exemple, imaginons on a une autre grande carte en dessous. Est-ce que justement la navigation sur l'une des cartes aurait un impact sur la deuxième? Ouais, bien sûr. Là, en l'occurrence, je ne peux pas le faire parce qu'il me faut en fait avoir des coordonnées géographiques dans les deux cartes pour permettre justement cette pour que là, je puisse typiquement cliquer sur cette carte-là et qu'automatiquement, ça synchronise aussi l'autre carte. Là, je suis sur des villes qui ne sont pas au format, en fait, là, c'est un peu plus technique, mais au format coordonnées géographiques. Et donc là, je ne peux pas faire la synchronisation. Mais oui, bien sûr, si des deux côtés, j'ai ces coordonnées géographiques, automatiquement, je peux faire le lien de la même manière en définissant les paramètres. Ce qui est en effet pratique, parce qu'il suffit juste de cliquer sur une carte et automatiquement l'autre se met plutôt à jour. Oui, et puis si on imagine aller encore un petit peu plus loin pour les personnes qui sont vraiment beaucoup plus techniques, en fait, avec les cartes multicouches, donc la possibilité de superposer plusieurs visualisations différentes, en fait, on pourrait aller même au-delà des cartographies elles-mêmes et imaginer des visualisations qui seraient synchronisées dans leur déplacement entre l'une et l'autre. Si on fait des visualisations complexes dans une cartographie et que finalement, du coup, on en positionne plusieurs les unes à côté des autres. Ouais, complètement. Et puis ça permet d'apporter de la complémentarité entre les cartes, donc c'est plutôt pas mal. Après, en effet, ça reste une fonctionnalité un peu plus de niche, dans le sens où déjà, il faut avoir des cartes dans les visualisations. Faut aussi, là, dans mon exemple, c'est peut-être pas forcément je sais pas si ça mérite de faire une carte alors qu'on est aux États-Unis. Si on connaît bien la géographie des US, il y a peut-être pas besoin. Oui, mais Mais comme par tu contre, disais tout à l'heure, ouais, sur un niveau beaucoup plus détaillé, ça peut être exactement. très pertinent. Ouais. Ouais, exactement. Là, si on descend à la granularité, je ne sais pas si on a des coordonnées beaucoup plus précises que la ville, là, on se retrouve vite perdu. Et là, en effet, l'autre carte a beaucoup plus de sens. Voilà pour la deuxième fonctionnalité. Voilà, c'était les deux principales qu'on souhaitait vous partager. Donc là, la deuxième, c'est ce qui s'appelle paramètres spatiodynamiques. Donc c'est ce que je vous ai montré. C'est les deux principales fonctionnalités pour nous sur Tableau Desktop. Là, on se focalise sur ce webinaire plus sur. Après, bien sûr, Tableau a sorti aussi des nouvelles fonctionnalités sur Tableau Pulse, sur Tableau Agent et Tableau Next. Mais ça, ce sera potentiellement l'objet de d'autres webinaires. Là, on se focalise plus sur Tableau Desktop. Et voilà, si pas de questions, je pense Pour qu'on l'instant, peut il n'y en a pas dans le passer chat. à VisQL. Allez, pourquoi pas. Je vais vous partager mon écran. N'hésite pas à me dire quand c'est bon, Marie-Christine. Ouais, impec. On voit Tableau Data plus Movie. Super. Alors du coup, l'idée c'est de vous présenter le fonctionnement d'une des nouvelles API que Tableau propose. Alors c'est pas dans la toute dernière version, mais c'est dans la version précédente
qui l'ont sorti. L'idée, c'est au-delà de juste cette API-là, de vous donner l'idée et montrer le fonctionnement des API pour pouvoir justement aller un petit peu plus loin que ce que Tableau peut vous proposer de base, que ce soit sur Tableau Cloud, sur Tableau Serveur pour l'administration ou sur de la gestion de contenu. Vraiment, les possibilités sont presque infinies. C'est vraiment l'imagination qui devient la limite à ce moment-là. Mais là, justement, on va se cantonner quand même à juste 2 exemples pour vous montrer ce qu'il est possible de faire, et on va s'appuyer sur cette dernière API qui a été sortie donc par Tableau, qui s'appelle la vSQL Data Service API. Pourquoi la vSQL Data Service API? Parce qu'elle s'appuie du coup en fait sur ce que les vSQL, donc qui sont des services dans Tableau Cloud et serveur, qui permettent en fait de créer les visualisations et surtout d'appeler en fait les données pour les emmener dans vos visualisations. Et en fait du coup, ce que vous allez pouvoir faire avec cette API, c'est pour n'importe quelle source de données qui est publiée dans votre Tableau Cloud ou Tableau Serveur, vous allez pouvoir en récupérer les données et vous allez pouvoir les réutiliser dans un autre contexte. Alors, vous allez pouvoir les enrichir, par exemple, vous allez pouvoir les présenter dans d'autres outils, vous allez pouvoir également, comme on va le voir tout à l'heure, vous en servir pour créer, par exemple, des exports Excel formatés, et vous allez pouvoir vraiment modifier votre donnée pour éventuellement après même la réingérer directement dans Tableau Cloud. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit exemple avec une source de données qui a été proposée maintenant il y a 1 ou 2 ans, je crois, par Tableau, qui a fait un partenariat avec IMDb, donc qui présente les films, je crois, depuis 2001 jusqu'en 2021. Donc une base de données gigantesque avec les notations des utilisateurs pour ces films. Donc, du coup, vous pouvez retrouver cette base de données qui est gigantesque et qui offre énormément de possibilités de visualisation, avec plein de visualisations directement ici dans la galerie de Tableau. Je vais vous mettre le lien dans la conversation. N'hésitez pas à y faire un tour. Tout ça pour vous donner du coup le contexte des données qu'on va utiliser. Donc ces données-là, moi je les ai publiées sur notre Tableau Cloud. Donc on peut voir ici donc le IMDb Movies and People. Et donc si on regarde dans le lignage, juste pour voir un petit peu un aperçu des données qui se cachent derrière, on a pas mal de champs dans cette base de données. Et notamment, on a 3 champs qui vont vraiment nous intéresser, qui est ici le title, donc le titre du film, le country tout en haut, qui est donc le pays d'origine du film, enfin le pays où le film a été produit. Et enfin, le IMDb rating, qui est du coup la note que les utilisateurs, enfin que IMDb a donné au film. Et donc, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour notre premier use case. Donc, cette API, vous pouvez l'appeler avec n'importe quel langage de programmation qui est en capacité d'envoyer des requêtes POST et GET. Donc là, en l'occurrence, j'utilise du Python, mais on peut tout à fait imaginer des use cases avec du PowerShell, avec du Bash, avec du JavaScript. Enfin, vous pouvez vraiment sélectionner le langage de programmation que vous préférez. Donc là, on est parti sur vraiment, donc, comme j'ai dit, du Python. J'ai fait une petite interface avec une bibliothèque qui s'appelle Streamlit pour ceux qui connaissent sur Python, qui va nous permettre d'avoir quelque chose de visuel et de comprendre plus facilement le fonctionnement de cette API. On va se plonger très rapidement dans la partie code, mais on ne va pas non plus s'y attarder de trop pour ne pas vous apeurer ni vous perdre. Surtout que l'utilisation au global de cette API est vraiment très simple. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous perdre non plus dans le code, parce que au-delà même des langages de programmation, tout à l'heure je disais, vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. Vous pouvez également utiliser des applications comme Postman, par exemple, qui vous permettent justement d'envoyer ces requêtes-là directement avec une interface visuelle très simplifiée et donc de récupérer les données et même éventuellement de créer des flux derrière pour pouvoir faire des actions sur vos contenus. Donc là, du coup, on a une petite application Streamlit. Je vais juste la démarrer. Hop. Donc c'est comme je vous disais, ça va m'emmener sur une petite interface web dans laquelle du coup j'ai fait appel à cette API, et on va partir donc sur notre premier use case qui fait appel à notre Data Plus Movie.
Donc, excusez-moi, Teams prend un peu de bande passante, donc ça prend un tout petit peu plus de temps que d'habitude. Mais du coup, donc voilà, on a notre interface avec donc l'API qui est appelée en permanence. Donc là, je vais cliquer sur le bouton m'authentifier. Et donc ça, c'est ce qui permet de s'authentifier auprès de l'API. Et c'est finalement toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous connecter à l'API. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir créer un token d'accès personnel pour vous connecter. Donc ça, vous pouvez le faire directement sur Tableau Cloud. Donc si ici, je retourne sur mon Tableau Cloud, je vais dans paramètres de mon compte. Et ici, si votre organisation vous y a autorisé, vous pouvez créer ici un jeton d'accès personnel que vous pouvez nommer comme vous le souhaitez. Vous créez le jeton et il vous crée du coup une clé de token que vous pourrez utiliser dans votre API. Là, moi, du coup, j'ai déjà généré ma clé. Donc, je récupère juste le nom ici. Hop. Je viens positionner ça juste ici. Je récupère ici, hop, ma clé d'API. Sachant que pour ceux qui ne sont pas forcément développeurs, ce genre d'étape, en général, c'est plutôt bien détaillé, bien documenté. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'y mettre si on n'est pas, on n'est pas développeur ou data eng, quoi. Tout à fait. Ouais. La documentation de Tableau là-dessus commence à s'étoffer et sur les autres API, elle est déjà bien renseignée. Donc voilà, en termes de connexion, en termes d'utilisation de l'API, c'est assez facile de le prendre en main et surtout qu'il y a beaucoup de vidéos à YouTube ou même de posts sur le forum qui expliquent le fonctionnement. Dans tous les cas, vous pourrez trouver des solutions de comment ça fonctionne et éventuellement des solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer. Donc, comme je le disais, du coup, on a notre clé donc de token, donc le nom de notre token, la clé de notre token. Ici, on donne du coup le nom du site sur lequel on se connecte, donc nom que l'on peut retrouver ici directement dans l'URL. Dans l'URL, on va également prendre ici le pod Tableau, parce que là, en l'occurrence, je suis sur Tableau Cloud. On va prendre le pod du Tableau Cloud sur lequel on se connecte. Si jamais c'était du tableau serveur, simplement, on renseigne les informations du serveur qui vont bien. Et du coup, on peut choisir la version de l'API sur laquelle on veut se connecter. Donc, la dernière étant la 3.25. Je prends la dernière pour avoir toutes les fonctionnalités disponibles. Et je peux valider. Donc là maintenant, j'ai réussi à me connecter et donc en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à construire la requête que je vais faire auprès de ma source de données publiée. Donc sachant que finalement, la source de données publiée, elle contient tous les champs que je vous ai montrés. Donc si je reviens juste ici, j'ai tous mes champs, tous les champs ici que je trouvais dans le lignage qui sont disponibles. Donc je pourrais vraiment requêter n'importe lequel de ces champs, sachant que là, du coup, on s'est dit qu'on en avait 3 qui nous intéressaient pour cette démo. Donc là, on a une petite encore interface qui nous permet justement de renseigner ces éléments-là. Tout ça derrière sera traduit dans une petite requête qui est du JSON. Je vais vous montrer juste après ce à quoi ça ressemble. C'est rien de bien complexe, c'est vraiment juste un schéma à reproduire en fonction de si on veut un champ, si on veut filtrer un champ, le nombre de champs qu'on veut, etc. Sachant que Streamlit, excuse-moi Simon, justement vas-y. Streamlit, l'avantage c'est que c'est ultra flexible. Donc là, en fait, tous les champs et l'interface, c'est ça, tu peux custom comme tu veux, quoi. T'es pas, on va dire, limité. C'est vraiment. Oui, complètement. Bah là, du coup, c'est de la programmation. Donc, vraiment, là, j'ai créé moi mon interface. Alors, toute simple, on peut faire quelque chose de bien plus sexy et peut-être même utiliser un autre langage comme, voilà, si on fait du JavaScript avec un petit peu de HTML, on peut faire, voilà, intégrer ça même dans son interface web de l'entreprise. Mais en tout cas, voilà, on peut pousser les choses aussi loin qu'on veut puisque finalement, c'est de la programmation. Donc là, la seule limite, finalement, c'est ce que l'API vous permet de faire et après ce que vous voulez faire après aussi avec vos données. Donc du coup, si on revient juste à notre use case, donc ici, on a besoin d'abord de donner l'information de quelle source de données on va récupérer. Donc pour ça, je ne me suis pas trop cassé la tête. On va récupérer l'ID directement de la source de données. Donc pour faire ça, tout simplement, il vous suffit d'aller ici sur la petite information, le petit i du détail de votre source de données. Et ici, tout en bas, on peut retrouver le LUID. Si jamais, justement, vous vouliez pousser un petit peu plus les choses, il est possible avec la REST API de Tableau de vraiment aller chercher la liste complète de vos sources de données et du coup afficher cette liste-là à vos utilisateurs ou à la personne qui va se connecter à ça. Et du coup,
vous n'avez même pas besoin de récupérer l'ID, vous pouvez automatiser cette partie-là et rendre la chose un peu plus lisible et utilisable pour vos utilisateurs finaux. Donc là, du coup, on a notre source de données qui est renseignée. On va, comme j'ai dit, renseigner 3 champs. Donc, on avait le champ title pour le titre de mon film, on avait le champ country pour le pays de production et on avait le IMDb rating. Alors là, évidemment, la nomenclature est importante pour Ouais, qu'il la casse retrouve aussi, je bien. suppose. Ouais, sinon il va pas le Exactement, retrouver. ouais, ouais. Donc là, on doit vraiment retrouver, enfin, on doit donner le nom exact du champ. Donc là, c'est bien IMDb tout en majuscule, rating avec le R majuscule. Et ça, du coup, je vais récupérer, étant donné que donc ça, c'est une mesure. Tableau nécessitera donc une agrégation. Donc, je vais récupérer la note moyenne de mon film. Et puis, bah, du coup, évidemment, j'ai déjà testé ça avant et j'ai vu surtout que le jeu de données n'était pas forcément super propre. Il y a certains films qui n'ont pas de notes et donc ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc, je vais rajouter juste un petit filtre, donc un filtre de mesure ici qui va encore une fois s'appuyer sur IMDb rating et je veux simplement donc que la note moyenne est soit au minimum de 0 pour m'assurer justement que j'ai au moins une notation qui est fournie et comme ça me permet par exemple de sélectionner la liste des films que je vais pouvoir regarder ce soir. Et Toujours donc du utile. coup, voilà, exactement. Et donc du coup, comme je vous disais juste avant, en fait, ce qui se cache derrière, c'est simplement une petite requête JSON. Donc ça, c'est le paquet qu'on va envoyer en fait finalement à l'API de Tableau pour lui dire, bah voilà, je vais récupérer cette source de données là. Je vais récupérer, alors là, c'est l'option de comment est-ce qu'on récupère les objets. Donc là, enfin le résultat. Donc là, en l'occurrence, on le récupère en objet, donc c'est-à-dire sous forme de dictionnaire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie récupération de données. Comment est-ce qu'après on veut gérer notre résultat. Comment est-ce qu'on veut l'afficher. Et ensuite, on a juste notre requête avec le nom des champs. Donc là, field caption donc pour le nom du champ, puis donc le champ que je souhaite récupérer, suivi d'une virgule, l'autre champ que je vais récupérer, etc., etc. Jusqu'à ce que je tombe sur une mesure où je peux rajouter du coup une fonction d'agrégation. Là, en l'occurrence, du coup, la moyenne. Et enfin, je peux rajouter également des filtres ici que je vais spécifier. Donc toute cette nomenclature-là, elle est spécifiée dans la documentation de l'API de Tableau. Donc il vous suffit simplement de la récupérer, hein, j'ai rien inventé. Et vous pouvez du coup sélectionner toutes les options qui vous vont bien. Donc là, on a fait quelque chose de très simple. J'ai récupéré vraiment juste 2 dimensions et une mesure. Mais vous pouvez également jouer avec les groupes, avec les ensembles, etc., En etc. gros, Et tous vraiment les éléments de récupérer. tableau, quoi. De toute façon, vu que c'est l'API, ça récupère tous les éléments de tableau. Exactement. Alors, il y a encore quelques petites limitations sur l'API. Il y a notamment des éléments liés au groupe, justement, et les filtrages sur les groupes qui ne sont pas encore forcément toutes disponibles. Mais le développement de Le plus l'API gros, ouais. continue. Donc, voilà, ça devrait arriver assez rapidement et ça vous ouvrira de nouveau toutes les options à disposition. Sachant que derrière, après, avec ces données-là, on les récupère et donc on peut finalement jouer avec et les retravailler sans problème. Donc, typiquement, les groupements que l'on pourrait faire sur des dimensions, on peut les refaire en langage de programmation sans problème. Donc, comme je vous le disais, après, on rajoute juste ici un petit filtre. Donc, encore une fois, sur le champ IMDb, on veut la moyenne. Et comme je disais, je veux que le minimum de la valeur soit de 0 pour avoir au moins une valeur et non pas du nul. Donc là, c'est vraiment voilà, la structure, l'ossature de ma requête que je peux éventuellement également modifier directement ici. Et ensuite, il me suffit donc de requêter la donnée. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, Teams prend un petit peu de bande passante, mais les Ouais, ça résultats va. de l'API, enfin la vitesse de réponse est assez impressionnante. Là, donc, dans les différents tests que j'ai pu faire, entre 5000 et 10 000 lignes, on les récupère en moins de 200 millisecondes. Donc, c'est assez rapide. Alors après, évidemment, tout dépend de la complexité de la requête que l'on envoie à Tableau, à l'API de Tableau, pardon. Mais du coup, les temps de réponse sont vraiment très rapides et du coup, on peut envisager des scripts et des scénarios qui peuvent s'appuyer sur des données assez conséquentes. Donc du coup, on récupère, comme je le disais tout à l'heure, enfin comme on a voulu le faire, pardon, on récupère ici un tableau avec donc le titre de mon film, le pays d'origine de production de mon film et la note qu'il a reçue.
Comme je le disais tout à l'heure, mais du coup, pour pouvoir regarder, par exemple, enfin, pour pouvoir choisir le film que je souhaiterais regarder ce soir, on peut très bien imaginer que pour mes utilisateurs, j'ai envie de leur mettre à disposition un Excel qui est formaté. Alors là, encore une fois, j'ai fait un formatage très basique que j'ai donc programmé dans Python, mais on peut tout à fait envisager quelque chose de très spécifique et aller vraiment très loin dans ce formatage et vraiment répondre exactement aux besoins de vos utilisateurs. Donc là, du coup, comme je disais, on va prendre la note moyenne de notre film. On va considérer que si elle est supérieure à 8, c'est correct. Et du coup, donc ce formatage-là, on va le mettre en vert parce que c'est positif, que ce soit supérieur ou égal à 8. Donc cette condition de supérieur ou égal, elle est directement dans mon code. Donc ça, je le sais, mais après, voilà, on peut tout à fait mettre ses propres formatages et le développer de sorte à ce que vos utilisateurs finaux puissent choisir délibérément ce qui leur convient. Donc là, du coup, une fois que j'ai terminé ça, il me suffit de cliquer donc là sur télécharger l'Excel formaté. Ça va prendre quelques secondes de plus que d'habitude, encore une fois, à cause de Teams. Mais une fois que j'aurai récupéré tout ça, Et donc là, tu passes le formatage que tu veux côté Excel. Ça peut être vraiment des formatages assez poussés, puisqu'en fait, là, pareil, c'est que du code. Donc, à partir du moment où tu as la tout à fait, connaissance, oui. pour Ouais, ouais, ouais. traduire ça, on va dire, en Python. Oui, 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 exactement. Bah, en fait, si on rentre un petit peu dans le dur du code, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise donc une librairie qui s'appelle Panda et qui a elle-même une librairie qui est sous-jacente et qui me permet en fait de formater des Excel et d'extraire des Excel à partir de mes données avec donc des formatages que je souhaite. Et donc derrière, en fait, ce que je peux tout à fait imaginer faire tous les formatages possibles et imaginables dans Excel et du coup avoir vraiment le rendu attendu pour les utilisateurs finaux, quoi. Et donc du coup, il me sort un Excel qui est juste ici, que je viens de sortir. Hop. Et donc, je retrouve donc les données que je viens d'extraire depuis depuis ma source de données publiée sur Tableau Cloud. Donc, encore une fois, comme on a dit avec notre titre, le pays d'origine de production. Et puis, du coup, ici, la note moyenne avec le formatage que j'ai demandé, c'est-à-dire que si la note est supérieure ou égale à 8, elle est positionnée en vert. Et de cette manière-là, je vais pouvoir venir sélectionner le film que j'ai envie de regarder ce soir ou en tout cas la liste des films qui pourraient m'intéresser. Et du coup, j'ai rajouté d'autres formatages. Donc là, on peut voir un encart autour de mes titres, les titres qui sont positionnés en gras. Également ici, le filtrage directement par défaut. Donc, je vais pouvoir donner la main à mes utilisateurs sur l'affichage ou non de certains éléments. Et donc, vraiment, comme le disait Marie-Christine, hein, on peut pousser le formatage dans les limites d'Excel et donc vraiment obtenir exactement ce qui est attendu par nos utilisateurs finaux. Ce qui, du coup, est une grande avancée par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui par Tableau, que ce soit donc sur Tableau Cloud, sur Tableau Server ou même sur Tableau Desktop, où du coup, aujourd'hui, les formatages sont assez limités, bien que avec la nouvelle extension table proposée par Tableau, on ait quelques petites options supplémentaires. Mais là, vraiment, ça vous donne une liberté infinie avec finalement assez peu d'efforts. Et surtout aussi de gérer beaucoup plus facilement aussi les envois en masse, par exemple, suivant différents groupes d'utilisateurs qui auraient des fields spécifiques, des critères spécifiques. Parce que c'est vrai que les envois automatiques de mails dans Tableau, ça existe, hein. Mais là, ça apporte de la flexibilité qui est beaucoup plus fine que ce qu'on peut avoir dans Tableau. Donc ça, pour ça, c'est top, parce que là, de la même manière, je pense que tu pourrais dire aussi, je télécharge ce fichier Excel en PDF et je l'envoie automatiquement à telle personne Oui, et aussi finir de programmer toute l'automatisation. oui, oui, tout à fait. Et puis le gros avantage aussi finalement de cette API, c'est que comme elle s'appuie sur des données tableau et qu'elle s'appuie sur des objets de tableau, finalement toute la sécurité à la ligne qui peut exister dans les données, elle est vraiment utilisée et répliquée au travers de cette API. Donc, comme tu disais, on peut c'est l'envoyer totalement sûr. Ouais. à des directions différentes ou des Mm, régions différentes, et du coup chacun aura les données qui lui incombent. mm. Ouais, donc ça respecte en plus toute la confidentialité des données. Donc ça, en plus là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. Exactement. Oui, oui.
Je vous propose de passer au deuxième use case, à moins qu'il y ait des questions. Il me semble pas en avoir vu dans le chat. Non, il y en a une, mais pas forcément pour l'instant sur VSQL, donc je propose de Ok, terminer et j'y répondrai après à Léna juste après. pas de souci. N'hésitez pas, en tout cas, si jamais vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je vous propose de passer au deuxième use case. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut envisager d'embarquer des données donc, qui proviendraient de Tableau Cloud, de Tableau Serveur, directement dans d'autres outils. Et donc là, ici, en l'occurrence, on utilise donc la source de données publiée sur Tableau Cloud qui permet de récupérer tous les événements qui ont lieu sur un Tableau Cloud et on peut les présenter finalement ici dans Streamlit. On pourrait éventuellement imaginer l'intégrer dans une autre interface web. L'exemple à la sortie de l'API de Tableau, l'exemple que Tableau donnait, c'était l'affichage en live des stocks sur leur site internet. C'est une chose qui est tout à fait possible et imaginable. Donc là, dans notre contexte, ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a récupéré donc le TS Event qui existe sur Tableau Cloud, qu'on pourrait éventuellement envisager de reproduire sur Tableau Serveur ou avoir une source de données similaire publiée dans Tableau Serveur et du coup récupérer de la même manière au travers de l'API. Et donc là, ce qu'on a fait simplement, donc c'est, comme je le dis, récupérer cette source de données publiée qui nous donne tous les événements qui ont lieu sur notre Tableau Cloud. Et derrière, du coup, on peut créer des visualisations dans Streamlit. Donc là, on peut voilà, afficher les utilisations et donc quelles sont les utilisations par les utilisateurs et quelles actions sont faites par les utilisateurs. On peut voir les sources de données les plus utilisées. On peut créer une timeline des événements et donc voir quand est-ce qu'on a des pics d'activité. L'avantage, c'est que là, on a une source de données publiée qui provient de Tableau, mais on peut également envisager de finalement la combiner avec des données qui proviendraient, je ne sais pas, par exemple d'un Windows Server, et du coup faire des corrélations entre j'ai des charges, des pics de charge à un moment donné, est-ce que ça a un impact sur mon tableau serveur? Et du coup, de cette manière-là, on peut s'assurer d'avoir le bon scaling et donc la bonne façon de paramétrer notre tableau serveur. Et on peut également envisager de dynamiquement modifier justement ce paramétrage en fonction des données que l'on réceptionne. Et ensuite, du coup, on a d'autres vis, donc là sur le nombre de logins par utilisateur, et puis on peut afficher des alertes, des choses comme ça. Donc ça, c'est des possibilités voilà, que Streamlit nous offre, mais on peut tout à fait envisager d'utiliser, de sortir ces sources de données publiées et les données qui sont dedans pour vraiment des utilisations très diverses et variées, et du coup, pour derrière, pouvoir vraiment faire du vrai call to action, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans Tableau Cloud ou dans Tableau Serveur, on peut faire du call to action avec du mailing à des utilisateurs au travers de boutons qui créent des pages URL. On peut justement accéder à des pages web, etc. Et là, on va pouvoir aller encore plus loin, c'est-à-dire que par exemple, on peut envisager, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un bouton sur notre Streamlit qui, s'il y a un pic de charge à un moment donné, nous permet de augmenter le nombre de services pour, par exemple, la visualisation et du coup, justement, d'avoir un impact direct depuis le tableau de bord même avec des données qui proviennent de notre source de données publiée sur Tableau. Donc du coup, vas-y, je t'en prie. Ouais, Christine, tu avais une Donc là, question. tu récupères les données de l'API, mais on Oui, pourrait imaginer aussi que tu repousses de la même manière aussi les données. tout à fait. Alors du coup, ça ne se fera pas forcément avec la même API parce que là, du coup, la VSQL Data Service API permet de récupérer des données qui proviennent de sources de données publiées. Mais par contre, avec la REST API, je peux tout à fait publier des sources de données, je peux publier des classeurs et donc je peux effectivement enrichir mes données et ensuite les republier sur Tableau Cloud ou sur Tableau Server pour pouvoir du coup les utiliser de façon enrichie dans mes visualisations derrière. Ok, donc top. Donc par exemple, sur de la gestion d'utilisateurs, est-ce qu'on pourrait imaginer que tu es la main pour affecter en masse des utilisateurs je sais pas, je pense à des entreprises qui ont des milliers d'utilisateurs. C'est sûr que l'automatisation a de grands avantages. Mhm. Donc je les vois mal utiliser un par un l'ajout d'utilisateurs. Donc ça, typiquement, je pense que ça leur conviendrait parfaitement. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui.
Alors, excuse-moi, je te repasse la main du coup sur la partie IA parce que je vois qu'il n'y a pas de questions et surtout je n'ai plus de batterie. Du coup, il faut que je cours. Ah bah non, c'est bon, Thomas, mon sauveur arrive. Je suis désolé. J'étais en train d'essayer de solutionner cette problématique. Mais du coup, donc, C'est la charge du Python, ça descendait la batterie. non, mais c'est Teams qui a du mal, qui me prend toute la batterie. Mais en tout cas, comme on le disait, les possibilités sont multiples et on peut là, donc on a eu 2 use cases qui ont été présentés, mais on peut tout à fait imaginer avoir plein d'autres use cases et vos use cases peuvent être aussi très intéressants. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour développer ces use cases-là et si vous avez besoin de conseils justement pour le faire. Nous serons tout oui, nous serons ravis de pouvoir vous aider et développer ça avec vous. Je pense qu'en effet, pour tout ce qui est RLS, où en effet, des fois, on a des gestions de groupes qui sont un peu compliquées, on a plein de groupes à affecter aux utilisateurs, etc. On finit un peu par s'y perdre. Donc ça permet à la fois aussi de créer des rapports peut-être plus enrichis aussi que ce que propose nativement Tableau. Oui. Et en plus, en effet, ça permet d'être beaucoup plus rigoureux sur la gestion et éviter des mauvaises manipulations dans l'interface parce qu'on s'est trompé, on a cliqué sur le groupe en dessous ou sur, bref, on s'est trompé. Et là, au moins, que c'est automatisé, c'est beaucoup plus sûr aussi. Donc certes, il y a un temps de dev à prévoir, mais pour le coup, c'est quand même plus pratique, on va dire, pour Oui. la maintenabilité des gestions. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que cette automatisation en termes de gain de temps peut être phénoménale. Alors, pas forcément avec cette API-là, mais avec l'API précédente, enfin avec d'autres API, donc notamment la REST API. On a eu déjà plusieurs use cases et on a notamment développé une application dont vous pourrez faire l'acquisition si vous le souhaitez, pour aider à la gouvernance et à l'administration de Tableau Serveur, qui permet de faire des actions en masse et finalement de pouvoir tout ce qui aujourd'hui n'est pas possible de faire en masse dans Tableau Serveur ou dans Tableau Cloud, de vous pouvoir le faire, par exemple en s'appuyant sur une base de données spécifique que vous connaissez et que vous savez qu'elle sera en maintenance prochainement. Tous vos extraits tomberont en échec sur cette période-là. Et donc, vous pouvez vous décider de désactiver sur une certaine période ces extraits et vous pouvez les relancer une fois que votre base de données est de nouveau opérationnelle. Et donc, ça, c'est des actions qui aujourd'hui doivent être faites manuellement dans Tableau Server ou dans Tableau Cloud et très difficiles à faire en masse. Ça, avec la REST API de Tableau et notamment donc, avec cette application qu'on a développée, vous êtes en capacité de le faire en quelques clics et donc finalement en quelques minutes à peine. Et donc là, le gain de temps, il est assez phénoménal. Et donc, ça permet de faire pas mal de ménage aussi dans les petites erreurs qu'on peut rencontrer par-ci, par-là, liées à d'autres outils externes sur lesquels Tableau se connecte. Eh bien, top. Je propose d'enchaîner sur le dernier sujet qu'on souhaitait vous partager, qui est Tableau Agent. Tac, est-ce que tu vois bien mon écran? Normalement, c'est bon. C'est tout bon, oui. Super. Alors, Tableau Agent, on voulait aussi vous en parler parce que c'est une fonctionnalité qui est peut-être un peu sous-utilisée par certains clients, mais malheureusement, elle n'est pas disponible pour tout le monde puisqu'il faut avoir Tableau Plus, donc ce qui explique aussi cela. Et Tableau Agent, c'est vraiment une aide à la création de visualisation ou une aide aussi à la création des champs calculés. Et comme des fois, il y a une certaine complexité dans la création des champs calculés avec Tableau, c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas forcément expertes, ça peut être une aide précieuse pour faire des choses un peu plus compliquées. Alors Tableau Agent, il faut juste avoir en tête qu'en fait, il y a 3 domaines, on va dire, où Tableau Agent est présent. Il y a dans Tableau Cloud pour la partie création de classeurs. Il y a dans Tableau Prep et aussi pour tout ce qui est description de data source, que je ne vais pas vous montrer là parce que c'est juste automatiquement, il génère automatiquement une description, donc ça peut être utile, mais ce n'est pas la fonctionnalité principale. Et c'est présent aussi sur desktop, donc c'est pas que cloud, c'est aussi la version desktop. Donc là, l'idée, en fait, c'est juste de réaliser une petite visualisation. Je reviens sur mes données de l'UTMB du début, et l'idée, en fait, c'est de faire une petite visualisation pour regarder les performances d'un trailer qui s'appelle Mathieu Blanchard, donc qui est un Français et qui a de super performances à l'UTMB.
et je vais essayer de me faire guider justement par Tableau Agent pour réaliser cette petite vis. Alors, je pars déjà de cette source qu'on a qui comprend donc toutes les données de l'UTMB et la première étape, c'est juste déjà créer un petit flux très simple. Hop. En utilisant justement Tableau Agent. Voilà, donc là, j'ai lancé mon champ et vous avez le petit picto juste là qui justement lance Tableau Agent. Hein. Donc, Tableau Agent, c'est un coût. À chaque fois que vous créez, vous saisissez du texte dans un prompt, bah, automatiquement, ça va vous débiter un certain nombre de crédits. Donc, sachant que le nombre de crédits est corrélé à la longueur du prompt, mais aussi à la difficulté et des requêtes que va générer Tableau derrière. Donc, forcément, plus vous lui demandez quelque chose de complexe, c'est logique, plus il va consommer des crédits. Voilà, donc là, j'ai lancé Tableau Agent et donc, il rappelle aussi qu'il peut aussi lancer plusieurs étapes, puisqu'on est quand même dans la création d'un flux, donc c'est assez logique, puisque dans un flux, on lance différentes étapes de manipulation. Et donc, il rappelle aussi qu'il peut faire ça et nous accompagner là-dessus. La première chose que je vais lui demander, c'est de filtrer déjà mes données, où là, j'ai plein de pays et je veux uniquement garder les données de la France. Et après, je vais lui demander aussi de me créer un petit champ calculé. Donc là, je vais lui passer la commande « Filtre-moi le champ Nationality » qui est celui-là, sur France. Et aussi, je veux m'intéresser qu'aux 10 premiers. Donc là, il y a un champ qui s'appelle « Rank » et je veux lui demander de prendre que les 10 premiers. Donc là, pareil, hein, c'est comme pour tout ce qui est génération aussi. C'est assez rapide en vrai. Là, on a Teams qui prend un peu de bonne patience, mais normalement, c'est assez rapide. Là, il me génère donc une proposition qui est en fait un booléen et qui renvoie France uniquement et Laurent. Ça me semble plutôt pertinent, c'est assez simple. Donc là, je lui demande automatiquement de me l'appliquer et on voit qu'il y a bien le petit picto filtre pour dire qu'attention, un filtre a été saisi. Et là, j'ai bien que les données de la France. Donc ça semble plutôt effectif. Et là, pareil, dans une logique d'analyse, on voit que j'ai des temps qui sont quand même assez précis et dans une logique d'analyse, je vais vouloir les regrouper, par exemple, on va dire toutes les 2 heures pour éviter qu'il y ait moins de granularité et que ce soit un peu plus lisible dans des visualisations. Donc, je vais lui demander en fait de me créer une classe sur un champ qui s'appelle le champ TimeRow et de dire en gros, classe-les-moi toutes les 2 heures. Mon texte est peut-être pas le plus limpide, donc on va voir est-ce qu'il arrive à comprendre, parce que c'est aussi l'avantage de Tableau Agent, c'est que normalement, il arrive à peu près à décrypter et à traduire ça de manière technique, mais des fois, c'est un peu aléatoire, donc des fois, il comprend, des fois, il comprend pas. Là, il a plutôt bien compris et il me propose justement des étapes. Donc, c'est ça qui est intéressant dans Tableau Prep, c'est que lui-même, il traduit ça et il le découpe en sous-étapes. Donc là, il me dit qu'il faut d'abord faire une première étape de nettoyage et après, la deuxième étape, c'est qu'il va créer un champ calculé qui est assez brut. Donc, il y a clairement peut-être une autre façon de faire un peu plus propre. Ça a le mérite de fonctionner. Et c'est sûr que manuellement, je ne suis pas sûre que je me serais amusée à lister toutes ces classes-là. Donc là, au moins, ça fait gagner du temps. Après, d'un point de vue perf, c'est peut-être pas le plus efficace. Mais là, pour l'exemple, on va maintenir ça. Et je vais lui demander justement d'appliquer toutes les étapes qu'il me propose. Et là, on voit qu'il a lancé justement, il a créé une nouvelle étape supplémentaire dans mon flux. Et en plus, il a créé ce fameux champ calculé du coup de classe. Donc voilà, donc ça c'était voilà, juste pour vous rappeler que Tableau Agent, c'est pas que dans la partie vise, c'est aussi pour vous accompagner sur la création de flux. Et quand des fois vous avez des choses un peu spécifiques, pour le coup, ça peut pas mal vous dépanner, quoi. Là, du coup, je me permets juste dans l'exemple que tu donnes, finalement, ça nous montre que c'est un assistant. Donc, l'idée, c'est de nous aider dans ce que l'on fait. Mais il faut quand même avoir un certain regard critique aussi par rapport à ce qu'il nous donne. Et voilà, et comme tu disais au tout début, ça s'adresse beaucoup aux personnes qui débutent, mais il faut déjà avoir un tout petit peu de connaissances, ou en tout cas savoir à peu près où est-ce que vous voulez vous faire emmener, pour avoir ce regard critique aussi et savoir si c'est pertinent ou non le résultat qu'il donne. Par contre, effectivement, sur le côté assistance, là, sur le champ calculé extrêmement long, c'est vrai que c'est un gain de temps qui est assez considérable.
Ouais, complètement. Et en effet, oui, le regard critique, tu as raison. C'est sûr que si vous êtes sur des flux, ou des visualisations très complexes, vous avez des problèmes de perf, bah, là, typiquement, ça peut faire la différence. Donc pour, voilà, pour, on va dire, des choses de base, mais après ça remplace pas non plus, bien sûr, une réelle expertise qui, là, va quand même avoir un regard critique sur ce que ça sort. Voilà, donc là, l'idée après, c'est de générer, justement, un petit un petit flux. Je gagne du temps, bien évidemment. J'ai généré mon flux qui m'a créé, une data source et que j'ai récupérée. Heu, voilà, qui est uniquement focalisée sur la France. Ça m'a généré cette petite data source là sur laquelle je me base et là, maintenant, l'idée, c'est maintenant que j'ai restreint mon périmètre, c'est de créer une visualisation sur l'ensemble, des coureurs et donc comme j'ai dit, de s'intéresser à Mathieu Blanchard et de voir le temps qu'il a fait et sa performance par rapport aux autres Français sur les différentes années. Donc là, voilà, j'ai juste commencé, initialiser la vise, mais on va la construire ensemble. Donc là, déjà, la première étape, c'est qu'on a une première complexité, c'est qu'en fait, le format, en fait, du time raw, c'est une date ou un format texte. Alors que moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer une durée. Donc j'aimerais qu'il me convertisse justement ces champs-là en heures et donc qu'il me fasse lui-même le calcul pour convertir les minutes en heures et cetera. Et aussi qu'il me renvoie le bon format. Donc de la même manière, je vais activer ici Tableau Agent. Et donc là d'ailleurs, Tableau Agent aussi aide à la vise et aussi à l'analyse exploratoire, hein. Donc on peut très bien aussi lui demander des suggestions de vise au lancement, voilà, d'une source de données, ça peut être, aussi utile. Voilà, donc moi je vais lui demander de me créer justement un champ calculé à partir donc de mon champ, brut qui est en format texte pour le transformer justement, en durée et en nombre d'heures. Donc là voilà, j'essaye de lui présenter de lui passer ça comme consigne et on va voir comment il l'interprète. Alors du coup, le temps qu'il processe tout ça, Ah bah, voilà. du coup, l'information de, tout ce qu'il y a en description dans la source de données, dans les champs et cetera, est-ce que ça, lui, il arrive à le prendre en compte et du coup, ça lui permet d'aider à la compréhension des textes que tu peux lui donner? Ouais, en effet, tout ce qui est métadata, ça, il le prend en compte. Donc, c'est un enrichissement qui est important, puisque donc il se base sur les data sources Tableau, hein, donc il récupère toutes ces informations-là, il récupère le prompt et après il fait appel au LLM, pour, traduire, on va dire, la requête. Mais en effet, toutes ces informations-là sont utiles. Après aussi, information importante, il tient pas compte d'un contexte autre, hein, il tient compte uniquement du contexte de la feuille. Donc il n'a pas la capacité d'enrichir avec d'autres informations. C'est vraiment une aide, à la visualisation, ça remplace pas un ChatGPT ou une autre IA, hein, bien évidemment. Et en Mais en termes de vas-y, pardon. Ouais, mais en effet, tu as raison, du coup, c'est important de bien travailler la data source en amont pour, justement essayer que les requêtes soient les plus pertinentes possibles, quoi. Et là, tu parlais juste du contexte. Je me permets de rajouter que tu me disais en off que, il ne garde pas d'historique de tout de la conversation et donc en termes de sécurité, il y a aucune donnée qui sort ou qui n'est conservée. Donc certes, du coup, en termes de sécurité, c'est super, mais par contre, effectivement, il n'a pas de contexte supplémentaire qui puisse, l'aider à trouver, des informations. Donc c'est vrai que les métadatas, du coup, sont très importantes. Ouais, complètement. C'est vrai que là-dessus, il y a une confidentialité, parce qu'en fait, toutes les données transitent par la couche qui s'appelle Einstein Trust Layer, qui est justement l'étape où, Tableau s'assure que, bah, tout ce qui est passé dans le prompt, toutes les données qui sont récupérées, qu'il y ait aucune donnée qui soit gardée par les LLM et aussi qu'il y ait aucune donnée, bien sûr client qui soit utilisée pour, l'entraînement des modèles. Donc là-dessus, vraiment, tout était anonymisé aussi. Vous avez la possibilité dans la configuration de votre compte, Salesforce, de choisir les données qui sont anonymisées. Et donc ça, c'est aussi, très important, pour justement éviter des problèmes de fuite, de données. Alors voilà, j'ai juste fait un tout petit changement, c'est très subtil, mais visiblement ça fait, la différence. Comme quoi des fois la subtilité dans l'IA, et il me renvoie justement, bah, à quelque chose de plutôt cohérent, hein. En fait, il fait juste la conversion à des heures et des minutes, en heures, donc ça semble plutôt fonctionner et donc là, en effet, on voit qu'il utilise des fonctions que sûrement, pas mal de personnes ne connaissent pas, pour, se baser par rapport à la virgule. Il récupère le champ texte, il regarde les virgules et après il récupère les différents éléments et après il fait la conversion. Donc ça, c'est peut-être quelque chose où, spontanément, tout le monde ne serait pas forcément capable de le faire.
Hop, voilà, du coup, je fais ça. J'ai bien là mes informations, je transforme vite fait en bar chart. Là, je vais lui faire aussi une autre modif, cette fois de texte. Je veux qu'il me concatène, du coup, mon champ de nom de coureur avec l'année, puisqu'un coureur peut faire participer à plusieurs UTMB. Voilà, donc là, il l'a bien fait également. Là, cette fois, il n'a eu aucun souci, puisque c'est des champs texte. Et on voit aussi qu'il a quand même apporté une certaine intelligence, parce que le champ name, là, vous voyez, il n'a pas mis la fonction pour justement le transformer en champ texte, parce qu'il a en effet analysé que name était déjà au format texte. Donc, il n'a pas abusé, on va dire, des fonctions. Il a apporté quand même un certain regard critique là-dessus. Voilà, donc là, on va dire, j'ai un graphique assez brut, un bar chart assez brut, avec justement tous mes coureurs et les différentes années de participation. Et là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est créer un petit champ supplémentaire qui, justement, moi, me dise, quand c'est Mathieu Blanchard, j'aimerais en fait renvoyer, identifier. Et donc là, dans le prompt que je lui passe, je lui dis ça renvoie true. Si c'est pas Mathieu Blanchard, sinon ça me renvoie false pour en fait après utiliser ça en couleur et justement visuellement facilement distinguer la performance de Mathieu Blanchard par rapport aux autres. Donc là, normalement, voilà. Et donc là, typiquement sur cette question-là que je me suis amusée à passer plusieurs fois pour tester, les réponses que Tableau Agent m'en renvoie sont des fois un peu différentes. C'est aussi parce que le modèle derrière continue aussi à apprendre, hein, donc il y a un aspect des fois un peu aléatoire. Là, il a traduit un peu bêtement, on va dire, ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire qu'il me l'a traduit en if then else, alors que d'un point de vue tableau, ça aurait été plus efficace. En fait, c'est un booléen, tout simplement. Donc, je vais l'appliquer, mais en fait, d'un point de vue, si nous, en tant que consultants, on l'aurait fait un peu autrement. Alors, s'il veut bien le modifier, en fait, tout simplement, on aurait pu faire ça, puisque automatiquement, en fait, c'est un booléen. Si c'est égal à Mathieu Blanchard, automatiquement, ça renvoie true, sinon ça renvoie false. Et cette petite différence-là, utiliser la fonction if ou juste un booléen, ça a un impact sur la performance. Donc là, on voit que ça fonctionne, mais c'est peut-être pas le plus optimal. Voilà, donc après, du coup, c'est juste de l'optimisation de vise que je vais faire manuellement, parce qu'en fait, Tableau Agent n'a pas non plus la main sur tout. Typiquement, il ne peut pas appliquer des filtres, il ne peut pas forcément faire les tris, il va vous expliquer comment le faire, il va vous guider, mais par contre, c'est vous qui devez le faire de votre côté. Donc là, pour le coup, sur ce genre de choses, c'est beaucoup plus efficace de le faire soi-même plutôt que demander à l'agent de le faire pour vous. Et du coup, ça me soulève une question simplement sur le côté performance. C'est-à-dire que lui n'a pas forcément toutes les informations de contexte et qui permettent de définir qu'est-ce qui est le plus performant. Il n'est pas forcément en capacité de l'appliquer directement. Bonne question. Je pense alors ça, j'ai pas forcément l'élément précis. Je pense qu'il y a quand même une partie où il est capable de l'analyser, parce que par exemple, des fois, quand il me proposait directement le booléen, c'est qu'il est capable de juger que c'est plus performant. Après, vu que là, il le fait de manière aléatoire, il y a quelque chose d'un peu obscur sur la gestion et le traitement du prompt. Mais je suppose que si, il optimise quand même un minima par rapport aux éléments qu'il a. Mais là, pour une même requête, du coup, il a quand même deux réponses différentes. Ouais. Du coup, voilà, c'était la petite vise qu'on souhaitait vous présenter. Donc après, c'est un peu infini, bien sûr. Il traite à peu près toutes les fonctions. On peut imaginer aussi l'utiliser pour des LOD, qui sont des fois des fonctions un peu complexes que les utilisateurs ont un peu plus de mal à appliquer. Et donc là, Tableau Agent serait aussi une super aide, ou même pour générer from scratch une visualisation à partir de certains champs. Il est aussi en mesure de le faire. C'est juste qu'il y aura probablement des petites optimisations à apporter. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Parce que pour l'instant, on n'en a pas forcément vu. N'hésitez surtout pas à partager vos questions avec nous. S'il n'y a pas de plus de questions. Ah si, à quand les conteneurs à bord? Les conteneurs, C'est vrai exactement que ce ça que a j'allais été dire, demandé tout Yalina. à l'heure, pardon. Vas-y, je te laisse répondre, Marie-Christine.
Eh ben, c'est une très bonne question, Lina. Ils l'ont annoncé, mais je sais pas s'ils ont annoncé la version, précisément, quand ce serait embarqué, mais Non, pas ça a été encore. annoncé. Effectivement, et du coup, c'est dans les prochaines versions, mais on n'a pas encore exactement l'information, mais ça ne devrait pas tarder, sachant que en attendant, il y a des façons alternatives de faire. N'hésitez pas à chercher sur le forum, sur les forums Tableau ou dans Google, mais je vous mets ici le lien d'une personne, Irène Diomi en l'occurrence, qui a partagé une façon de faire alternative avec les captions, donc avec les annotations, qui est une façon de faire différente, alors qui est à ses limites aussi, mais en attendant, le temps que la fonctionnalité arrive, ça peut être une bonne pardon, alternative. Ou sinon les éternels, background en images, ça fonctionne toujours, mais ça nécessite, d'avoir l'esprit un peu designer, quoi. Exactement, ouais. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur la création, alors que ce soit la création justement de visualisation ou alors l'accompagnement sur les différentes fonctionnalités que l'on a pu vous présenter dans les news ou même sur les API, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on pourra du coup ensemble développer ça ou justement on pourra vous coacher aussi sur la façon de l'utiliser. Ce sera avec un grand plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, à rebondir sur du coup, ce live qui sera rediffusé ultérieurement. Et donc, n'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises, Thomas. Merci beaucoup en tout cas Marie-Christine pour Eh cette ben, merci Simon. présentation. C'était vraiment très intéressant et très sympa de partager ça avec toi avant le déjeuner. C'est Merci à vous de ça. nous avoir rejoints. On était ravis de vous présenter les nouveautés de Tableau Cloud, de Tableau Serveur, de Tableau Desktop et aussi les API. Rejoignez-nous pour les prochains lives avec grand plaisir. Et en attendant, bon appétit. Et bon appétit à tous.